La communication se divise en deux parties. Dans l'une, je prendrai le temps d'introduire diverses figures de menteuses et de proposer des avenues théoriques afin de dresser un portrait général des questions qui m'intéressent dans le cadre de ma thèse. Et dans l'autre, je ferai une étude de cas d'une menteuse, en particulier celle du roman Roux clair naturel de Fanny Demeule. Et je tenterai donc de mettre en évidence certaines idées reliées au concept de prise de pouvoir et d'agentivité. Donc, on l'a vu, la vague de dénonciation de violences sexuelles qui a dernièrement marqué les réseaux sociaux a remis sur le tapis des réflexions engagées depuis des années par les féministes sur l'importance ainsi que sur la légitimité accordée à la parole féminine. Donc, autour de ces témoignages, l'accusation de menteuse revient de manière récurrente, presque comme un leitmotiv. Pourquoi les femmes sont-elles presque automatiquement des menteuses et pourquoi a-t-on tant de mal à croire ce qu'elles disent? Mes recherches de thèse sur les figures de menteuses sont drôlement d'actualité en ces temps médiatiques houleux. Mon choix de m'intéresser au mensonge féminin s'inscrit dans l'idée que le mensonge est un énoncé fondamentalement genré. Donc, qu'il s'agisse de la menteuse qui ment délibérément ou bien de la femme qui dit la vérité mais qu'on ne croit pas. Le mensonge possède des différences, donc le mensonge au féminin possède des différences, autant dans le traitement qui lui est réservé que dans l'image qu'il offre. Et ces différences, désavantagent les femmes et les ramènent à la mise en doute et à l'illégitimité de leurs paroles. Donc, il semble alors que la facilité à traiter les femmes de menteuses dévoile un imaginaire construit qui prend son ancrage dans l'histoire de la différenciation sexuelle. Longtemps, la femme a été essentialisée de cette manière. On se rappelle la menteuse pathologique de Charcot. C'est une figure qui prend forme dans ses travaux sur l'hystérie. Et pour Charcot, la femme est naturellement prédisposée au mensonge de par son essence profonde. Aussi, dans les sociétés traditionnelles, une différence fondamentale distingue la parole féminine de la parole masculine. Donc, la parole des femmes ne sert que le bavardage, la futilité, alors qu'au contraire, la parole masculine est celle qui dit vrai et qui est porteuse d'une réelle efficacité sociale. Cette idée est aussi répandue dans la littérature ou dans les productions culturelles, car même si les femmes mentent délibérément, elles vont écoper d'un traitement différent. Alors que les hommes font du mensonge un usage qui est réfléchi, audacieux, intéressé, le mensonge des femmes est pour sa part surtout relégué à un statut de fabulation futile et sans grande importance. C'est le cas des menteuses des nouvelles de Ludmila Ulitskaya, par exemple. Donc, le projet de l'autrice repose précisément sur la différence entre le mensonge féminin et masculin et elle donne à ses menteuses des paroles mensongères très, très peu importantes qui n'affectent jamais vraiment l'histoire. Peut-on comparer, dit-elle, le bon gros mensonge masculin, stratégique, architecturé, avec ces charmants petits mensonges de femmes dans lesquels on ne décèle aucune bonne ou mauvaise intention, ni même un espoir de profit? Autrement aussi, dès que la menteuse est trop audacieuse, elle est aussi stigmatisée par son association au stéréotype, par exemple, de la femme perfide, rusée, trompeuse, celle qui a une féminité dérangeante. Donc, c'est facile d'y voir un lien avec d'autres figures stéréotypées, donc la diablesse, la sorcière, l'hystérique, la folle, bref, la menteuse, tout comme elle, est immorale et profondément dérangée. Mais si on revient à nos menteuses par défaut, donc celles dont le témoignage n'est pas reçu comme véridique, donc depuis Cassandre jusqu'aux victimes de violences sexuelles, elles questionnent le pouvoir du langage et les dynamiques qui le régissent et elles mettent à jour les représentations sexistes dont elles font l'objet. Donc, il se dégage des recherches faites sur la question que le mensonge, en plus d'être genré, est un outil de pouvoir. Donc, par exemple, comme le mentionne Suzanne Beaumiche, je la cite, « Enfermer quelqu'un dans l'image du menteur ou de la menteuse est un acte par lequel s'affirme une autorité, une souveraineté qui cherche à imposer sa loi. » Fin de la citation. Donc, en traitant les femmes de menteuses, on leur assigne une place précise dans l'ordre social, on les rabaisse et on leur impose une domination langagière. Car les femmes dont la parole est discréditée sont réduites au silence, comme si leurs propres mots ne leur appartenaient pas, leur étaient enlevés, ce qui illustre plutôt bien, comme le dit Butler, que la domination sociale est un phénomène discursif. Mais si le mensonge est un outil de pouvoir, il peut aussi devenir, comme le précise Beaumiche, un moyen de se soustraire de ce pouvoir-là. Et c'est là que, à mon avis, le mensonge prend tout son intérêt, c'est-à-dire dans ses caractéristiques transgressives. Donc, en étant à la fois au service du pouvoir, mais aussi de sa libération, le mensonge serait une arme et un moyen d'affirmation pour les personnes marginalisées. Comme le met en évidence Ariel Maillet, le mensonge implique une prise de parole et donc il se préfigure comme une action, comme un acte, un processus qui va déjouer le silence.
Et aussi, le mensonge peut être une manière de faire passer en douce des vérités trop difficiles à exposer directement dans le langage. Donc, dans certaines circonstances, la parole des femmes n'est pas crue et elle ne dispose pas d'une position favorable dans l'ordre social. Donc, le mensonge peut devenir un moyen de ruser ou d'introduire des vérités par voie indirecte. Dans le domaine littéraire, plusieurs études ont mis de l'avant le caractère libérateur et émancipateur du mensonge féminin, montrant ainsi que le mensonge ne fait pas qu'asservir les femmes. Par exemple, chez l'autrice allemande Imre Mornier, le mensonge est une stratégie utilisée pour résister aux différentes formes de domination ainsi que pour les révéler. Pour d'autres, comme les protagonistes du roman L'Essent d'Audrey Oulemi, le mensonge permet aux femmes de parvenir à leur fin, de servir leurs intérêts et d'accéder à une certaine autonomie. Aussi, par exemple, comme chez Carole Fréchette, le mensonge permet aux femmes de se rapprocher de leur véritable identité et au contraire, en fait, de rester authentiques face à elles-mêmes. Donc, dans cette perspective, il devient évident que l'étude du mensonge féminin est pertinente. Cette démarche laisse voir la manière dont le mensonge aide certaines femmes à s'échapper de la position sociale dans laquelle elles sont prises et plus encore à se rapprocher de leur vérité profonde. Donc, on voit que le mensonge est tout sauf anodin et superficiel. Au contraire, il sert le destin féminin ainsi que son émancipation. Donc, celles qu'on accuse d'être des menteuses le deviennent par leurs propres moyens et leur propre désignation. Elles s'emparent du terme qui était alors péjoratif pour se le réapproprier et lui donner une nouvelle signification, donc qui est positive, qui est synonyme d'authenticité, de libération et d'autonomie. Donc, si elles ne revendiquent pas nécessairement sur la place publique leur fierté d'être menteuses, donc soit parce qu'elles seraient dépréciées ou encore parce que leur position les en empêche, les femmes de ces romans-là prennent cette dénotation comme un outil de survivance. Elles reprennent en quelque sorte entre leurs mains le pouvoir de la parole, celui qu'on leur avait enlevé. Donc, ces diverses réflexions sur le mensonge au féminin permettent de mettre en lumière des enjeux qui entourent le mensonge et le genre, ainsi que son potentiel analytique dans les études littéraires. Donc, ces prémices m'aideront à ouvrir une réflexion sur un corpus littéraire dont le roman autofictionnel Roux clair naturel de Fanny Demeule m'intéressera aujourd'hui dans le cadre de cette communication. Donc, le roman Roux clair naturel met en scène une menteuse compulsive et obsessionnelle. À 17 ans, lorsqu'elle rencontre son chum, la protagoniste ment sur sa couleur de cheveux et elle dit qu'elle est rousse naturelle alors qu'elle se teint. Peu à peu, elle finit par être complètement prise dans son étau de son mensonge. Elle prend des proportions considérables, jusqu'à l'avaler complètement. De manière formelle, le livre est constitué lui-même comme un étau où les différents chapitres agissent comme des cycles dont la narratrice n'arrive pas à sortir. En ce sens-là, le roman expose à la fois la prison du mensonge et son caractère libérateur. La protagoniste a de fait un rapport qui est ambigu au mensonge. Il lui sert tout comme il lui nuit. Elle est dans une position ambivalente qui l'amène à la fois à vouloir se conformer à une norme de genre, ici donc la rousseur, et à chercher à être maîtresse de ses propres choix. Par le temps qui m'est imparti aujourd'hui, en continuité avec les réflexions que j'ai faites un peu plus tôt, je vais me concentrer uniquement sur les possibilités émancipatrices et libératrices du mensonge dans le roman. Donc, je soumets l'hypothèse que le mensonge est, dans le roman, une manière de construire le monde pour la narratrice, ainsi que pour construire son identité à sa manière, qui lui permet de se libérer des contraintes du réel. Donc, je vais me concentrer sur deux éléments. Tout d'abord, la performativité du mensonge et ensuite l'acte d'écriture autofictionnelle, qui sont deux caractéristiques qui participent, selon moi, à une fictionnalisation du réel que l'on pourrait considérer comme agentive. Donc, l'agentivité est un concept que l'on pourrait définir comme la capacité, en tant que sujet, d'agir sur sa société et sur sa propre vie. Dès le début du roman, le mensonge est utilisé comme un instrument qui donne à la protagoniste une certaine agentivité. Donc, la narratrice va découvrir le pouvoir du mensonge à un très jeune âge. Lorsqu'elle est à la garderie, par exemple, elle s'amuse à raconter des histoires à ses camarades et alors que tout le monde la croit, elle voit avec fascination ses mensonges s'incarner dans la réalité. Un jour, alors qu'elle réussit à faire renvoyer son professeur de musique à l'aide de fausses accusations, c'est vraiment l'illumination. Pour elle, alors, les mots prennent l'allure d'une arme puissante et subversive qui lui permettent non plus seulement de jouer avec la réalité, mais littéralement de la transformer. Donc, elle affirme, et je la cite, « Je mesure alors l'immense fluidité du réel. Je comprends que les mots changent tout et qu'il m'appartient de les combiner à mon avantage. » Fin de la citation. Donc, dans le roman, la parole de la protagoniste n'est pas remise en doute. Au contraire, tout le monde la croit, ou presque, et c'est ainsi que le mensonge devient en quelque sorte un outil de pouvoir. Il lui permet, entre autres, de tirer des événements à son avantage, de camoufler la vérité qu'elle ne souhaite pas montrer, d'avoir un contrôle sur le déroulement des choses et d'arriver à ses fins.
Donc, le mensonge s'institue comme une parole puissante et transgressive. Au moment où la protagoniste rencontre son chum, qui est l'événement vraiment central de l'histoire, elle lui raconte donc qu'elle est rousse, il la croit, et alors son récit prend vie. C'est grâce à lui et par lui qu'elle devient rousse. Donc, le pouvoir du mensonge se dévoile par son caractère performatif, le caractère qu'il prend dans le roman. Lorsqu'elle dupe son chum en lui faisant croire qu'elle est naturellement rousse, le mensonge passe par un acte de parole qui dévoile le pouvoir créateur du langage. Donc, rappelons que selon le philosophe et linguiste John Austin, une parole est performative lorsqu'elle réalise à l'instant même de sa prononciation ce qu'elle énonce. Donc, l'énoncé performatif va produire une certaine réalité en la nommant, et c'est exactement ça qui se passe avec le mensonge et de la rousseur, en fait, et tout ce qu'elle dit dans le roman. Ils deviennent réels, ils deviennent vrais. La performativité donne donc au mensonge un potentiel subversif par le pouvoir que la protagoniste acquiert sur ce qui l'entoure et par la place qui lui permet d'occuper dans l'institution du discours. Comme le mentionne Sandrina Joseph, je la cite, « Lorsque parler permet de faire acte, d'agir, un monde s'ouvre qui offre au sujet parlant un certain pouvoir, une relative prise sur le langage. Et ainsi, pour l'individu qui prend la parole, le langage peut dès lors être un mode d'inscription sociale qui fait de lui un sujet, voire un agent. » Fin de la citation. Donc, la protagoniste se voit donc posséder, par la performativité du mensonge, un pouvoir qui l'amène à pouvoir manier le réel à sa guise. Surtout, le mensonge devient un moyen que la protagoniste utilise pour construire la réalité telle qu'elle l'entend, ainsi que pour affirmer une identité choisie. Car pour elle, être rousse, c'est pas seulement avoir les cheveux roux, mais c'est surtout incarner une identité qu'elle veut ressentir jusqu'au plus profond d'elle-même. Donc, le mensonge devient un vecteur de fictionnalisation d'elle-même. Donc, la subjectivité de la narratrice prend ainsi le pas sur la réalité qu'on pourrait qualifier d'objective et en fait, elle la transforme en instance malléable. En ce sens-là, la protagoniste s'affranchit des frontières restrictives du réel. Elle se permet d'être à la fois réelle et fictive. Donc, cette possibilité d'exister de la manière qu'elle a choisie institue en ce sens une sorte d'agentivité. La forme autofictionnelle du roman participe aussi à la réflexion sur la remise en question des frontières entre réalité et fiction, entre vérité et mensonge. Donc, l'autofiction est une recomposition de soi, de son propre vécu. C'est une création libre et affranchie du pacte autobiographique. Et donc, l'auteur ou l'autrice qui écrit un roman autofictionnel produit à la première personne un soi qui va être réel et fictionnel, un je qui va dire la vérité tout en s'inventant. Donc, l'autofiction permet en ce sens à l'auteur ou l'autrice de se réinventer un parcours en dehors des limites du réel et de le faire passer pour vrai, dans une acceptation évidemment qui est autofictionnelle de cette vérité. Donc, le mensonge du roman autofictionnel permet une redéfinition libre de l'identité de l'auteur ou de l'autrice. Et en ce sens, le roman offre à voir une double recomposition de soi et une double fictionnalisation du corps et de l'identité qui passe donc par la parole mensongère pour le personnage et par l'écriture fictionnelle pour l'autrice. Donc, ces postures de création instaurent une perception de prise de pouvoir, de subjectivité qui permettent à l'autrice et au personnage de se créer autrement et de se faire sujet agentif de leur identité. Malgré tout, comme le mentionne Elga Drux, le sujet ne peut jamais totalement s'affranchir des rapports de pouvoir qu'il modèle et ainsi l'agentivité résiderait plutôt dans une redéfinition ou un remodelage de ces rapports. Donc, le sujet n'aurait pas une totale liberté d'agir ou du moins, elle le ferait à l'intérieur d'une sphère plus large. Dans le roman, si le mensonge permet une certaine agentivité, la narratrice est quand même prise dans un cadre où les questions de l'obsession, de l'apparence et de la performance du genre sont vraiment omniprésentes. Donc, depuis la multiplication des boîtes de teinture rousse jusqu'au désir de la protagoniste d'incarner la rousse dans une mise en scène parfaitement chorégraphiée, le mensonge devient rapidement un synonyme de norme, de conformité et d'assujettissement. Le mensonge semble alors plutôt dessiner les contours d'une esthétique du faux, de la copie, du simulacre, et en ce sens s'éloigne de la vérité intérieure et personnelle de la jeune femme. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'agentivité des femmes peut se définir comme telle ou bien sont-elles toujours en lutte au sein d'un système de pouvoir? Merci.